Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 83, nous passons en revue les principales statistiques de marché de 2025 et soulignons les enseignements les plus importants de cette année à apporter aux investisseurs. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François. J'ai passé des joyeuses fêtes et très reposantes. Et toi? Très belle fête, reposante également. Donc sur ça, avant de commencer, étant donné que c'est notre premier podcast de l'année, je tiens à souhaiter à nos auditeurs une bonne et heureuse année 2026, prospère et en bonne santé. Tout à fait, François. On adresse nos meilleurs vœux pour 2026 à tous nos auditeurs et à leurs familles en leur souhaitant beaucoup de bonne santé et de bonheur. Effectivement. Donc, comme on le fait habituellement dans le premier épisode de l'année, on va examiner ce qui s'est passé sur les marchés et dans l'économie en 2025. Une année qui, franchement, a défié toutes les attentes à presque tous les égards. Si on avait dit à nos auditeurs au début de l'année qu'on allait assister à des droits de douane généralisés, à un arrêt des activités du gouvernement américain d'une durée record, à une inflation persistante, à des troubles géopolitiques et à un bras de fer constant entre optimistes et la crainte, je pense que nos auditeurs auraient prédit une année très difficile pour les marchés boursiers. Ah, tout à fait, François, je suis d'accord avec ça, là. J'ai publié en décembre un blog intitulé « Nos meilleurs conseils de 2025 ». En fait, c'est les leçons de 2025. Et ce blog résume ce que nos auditeurs peuvent tirer de 2025. La première leçon, c'était d'ignorer les experts et leurs prévisions. Fait que le discours à l'approche de 2025 était dominé par la prudence. On venait de finir 2 années de rendement à 2 chiffres dans les marchés, surtout aux États-Unis. Les analystes mettaient en garde contre des valorisations élevées, un ralentissement de la croissance économique, la possibilité que le boom de l'intelligence artificielle ait atteint son apogée. Et pourtant, une fois la poussière tombée, les marchés ont enregistré une nouvelle année de très bon rendement, avec une 3e année consécutive de gains à 2 chiffres pour les marchés boursiers américains, canadiens et les marchés internationaux. Des résultats que très peu d'investeurs auraient prévus et qui ont prouvé une fois de plus que de maintenir le cap, c'est la bonne décision. Tout à fait, James. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est ce qui s'est passé ici au Canada. Malgré tous les titres alarmistes concernant les droits de douane et l'inquiétude constante quant à leur impact sur notre économie, l'indice TSX a discrètement enregistré l'une des meilleures performances au monde. Ça nous rappelle une fois de plus que les marchés et les grands titres racontent souvent des histoires très différentes. Bien dit, François. Aujourd'hui, comme mentionné précédemment, on va regarder ce qui s'est exactement passé sur les marchés mondiaux, mais aussi on va regarder ce qui s'est passé dans les économies. La plupart des données de performance auxquelles on fera référence se trouvent sur notre page de statistiques de marché, un document disponible sur notre site web de Sujet Capital dans la section ressources, ou on peut le retrouver directement sur la page de notre équipe sur le site web de PWL Capital. On pense que cette page de statistiques de marché est un outil essentiel pour nos auditeurs qui souhaitent examiner et évaluer la performance de leur portefeuille. Effectivement. Puis avant d'aborder les chiffres de performance de l'année dernière, on va regarder ce qui s'est passé du côté de l'économie. François, quand on regarde l'année 2025, on peut dire que l'économie a quelque peu stagné, mais sans s'effondrer. L'inflation a continué de baisser au Canada et aux États-Unis, mais à des rythmes différents. Au Canada, l'inflation a continué de baisser tout au long de l'année, mais de manière très inégale. À la fin de l'année, elle s'établissait à 2,2 %. C'est vraiment le niveau qui est proche de l'objectif de 2 % fixé par la Banque du Canada. Ça fait en sorte que les dirigeants de la banque ont eu suffisamment confiance pour commencer à réduire
les taux plus tôt et de manière plus agressive que la Réserve fédérale américaine. Je préciserai qu'au cours de l'année, la Banque du Canada a réduit son taux directeur à 4 reprises et ont passé le taux de 3,25 à 2,25 %. Oui, exactement. Puis aux États-Unis, les États-Unis ont mis un peu plus de temps à y parvenir. L'inflation est restée tenace. La Réserve fédérale a donc adopté une approche un peu plus prudente. Elle a tout de même abattu ses taux à 3 reprises, les faisant passer de 4,5 % à 3,75 %. Mais elle a clairement indiqué qu'elle ne criait pas victoire car le taux d'inflation reste supérieur à leur objectif de 2 % à 2,7 %. Et bien sûr, tout ça s'est déroulé dans un contexte où le président Trump faisait publiquement pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle réduise ses taux plus rapidement. Le président de la Fed, Jerome Powell, est toutefois resté campé sur ses positions, insistant sur le fait que les décisions étaient fondées sur les données et non sur des considérations politiques. Oui, mais ça, c'est un débat qui continue aujourd'hui. Effectivement. C'est vraiment inquiétant. Mais en même temps, on devrait regarder du côté de la revue de l'économie européenne. Dans la zone de l'euro, l'inflation a chuté beaucoup plus fortement et se situe actuellement à l'objectif de 2 % fixé par la Banque centrale européenne. Ça s'explique par une croissance qui est beaucoup plus faible. La Banque centrale européenne, donc, avait davantage de raisons de baisser ses taux d'intérêt plus rapidement. Elle a réduit ses taux à 4 reprises, les faisant passer de 3,15 % à 2,15 %. Oui, tout à fait. Sur le front du marché du travail, maintenant, au Canada, le chômage a augmenté au cours de l'année pour terminer à 6,8 %. Aux États-Unis, le marché du travail a aussi ralenti avec un taux de chômage qui a terminé l'année à 4,4 %, ce qui reste quand même un niveau historiquement très sain. Pour résumer, François, si on regarde la croissance du PIB, l'économie américaine a surpris presque tout le monde avec plusieurs trimestres de gains solides. Le dernier trimestre a affiché un taux de croissance annuel de 4,3 %, ce qui est très, très satisfaisant. Au Canada, le taux de croissance a été plus modeste, mais on a évité la récession. Le PIB s'est contracté au deuxième trimestre, mais il a de nouveau augmenté au troisième trimestre pour confirmer un rythme annuel de 2,6 %. Ouais, en résumé, 2025 n'a ni été une année de boom, ni une année de crise. L'inflation a ralenti, les banques centrales ont assoupli leur politique monétaire, les marchés du travail sont affaiblis, mais ont tenu bon, et la croissance du PIB se poursuit, mais à des rythmes qui sont différents, mais toujours en croissance. C'est exact, François. Ceci dit, examinons maintenant la performance du marché des obligations en 2025. Eh bien, James, l'indice des obligations canadiennes à court terme a terminé l'année en hausse de 3,9 %, bénéficiant de la baisse des rendements et des réductions du taux de la Banque du Canada. Quant à l'indice obligataire universel, qui comprend des obligations à plus long terme, le rendement est également positif, bien qu'un peu plus modéré, avec un rendement de 2,6 % pour l'année. Ben, c'est tout à fait vrai, François. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que les obligations n'ont pas volé la vedette en 2025, mais elles ont discrètement fait leur travail. Elles ont apporté de la stabilité et généré des revenus dans les portefeuilles des clients. Et c'est exactement le rôle qu'on veut d'elle dans un portefeuille. Tout à fait d'accord. Voyons maintenant ce qui s'est passé du côté des marchés boursiers, François. James, sans rentrer dans le détail de ce qui s'est passé au cours de l'année, rappelons-nous simplement que 2025 a été marqué par le bruit, la peur et l'incertitude. Chaque mois semblait apporter une nouvelle raison de s'inquiéter. Exactement, François. On a connu des fluctuations importantes causées par le sentiment de vouloir prendre du risque et celui de la peur de prise de risque. Donc, c'est yin puis yang. Les investisseurs se sont demandé si l'intelligence artificielle était une bulle, si les droits de douane allaient faire dérailler l'économie mondiale, si l'inflation allait repartir à la hausse, et finalement, si les marchés du travail allaient s'effondrer. Mais malgré tout ça, toutes ces peurs-là, la récession que tout le monde prédisait ne s'est jamais matérialisée.
Et c'est là le point essentiel, James. Malgré toutes ces fluctuations, les investisseurs qui ont maintenu le cap ont bénéficié d'excellents rendements. Ceux qui ont tenté d'anticiper le marché, ou en anglais faire du market timing, qui ont vendu pendant la correction du mois d'avril ou qui ont hésité parce que les valorisations semblaient élevées, ont raté les phases les plus fortes de la reprise. Ça nous rappelle que les marchés gravissent un mur d'inquiétude, ou en anglais on dit « Markets climb a wall of worry ». Les grands titres font la une, les émotions sont vives, mais la discipline à long terme l'a emporté. Eh bien, François, comme je l'ai dit dans mon blog, Les meilleurs conseils de 2025, l'année dernière a été une véritable leçon sur la façon dont les émotions peuvent induire les investisseurs en erreur. Je recommande donc à tous nos auditeurs de revenir sur notre dernier podcast, numéro 82, consacré aux biais comportementaux et à leur impact sur leur portefeuille. Oui. On va maintenant regarder la performance des actions canadiennes. À la fin de 2024, de nombreux investisseurs voulaient tout miser sur le marché américain et on pouvait comprendre pourquoi, car les marchés américains avaient dominé pendant une décennie. Ils avaient surpassé les actions canadiennes de plus de 6% par an au cours des 10 dernières années. De plus, avec la perspective de l'imposition des droits de douane sur l'économie canadienne, des discussions et des craintes ont émergé concernant la fuite de capitaux, les pertes d'emplois et une crise de productivité. Donc, les perspectives pour les actions canadiennes n'étaient pas brillantes. Mais le Canada a surpris tout le monde. Au 31 décembre, l'indice composé S&P TSX avait progressé de 31,7%. Il a presque triplé le rendement de l'or canadien de l'indice américain de marché total. Et François, que dire des actions canadiennes à petite capitalisation? Elles ont enregistré un rendement plus qu'impressionnant de 50,3% l'année dernière. C'est pas une erreur, c'est le rendement réel. Et ça renforce ce qu'on disait depuis des années. Les rendements arrivent souvent rapidement et de façon imprévisible. Si vous n'étiez pas investi, si vous attendiez le bon moment, vous l'avez manqué. Il est extrêmement difficile de se remettre d'une année comme celle-là quand on a manqué le bateau. Effectivement. Et c'est pourquoi la diversification est importante et bien vivante. Non seulement les actions à petite capitalisation ont bien performé, mais les actions de grande et moyenne capitalisation de type valeur ont également affiché une performance assez incroyable de 35,8%. Vous vous souvenez de la différence de la performance entre les actions américaines et canadiennes au cours des 10 dernières années que j'ai mentionné un peu plus tôt? Eh bien, elle était de 6% par an à la fin de 2024, mais grâce à la forte performance des actions canadiennes, l'écart entre les deux n'est plus que de 1,5% par an à la fin de l'année 2025. C'est vraiment un revirement incroyable, François, puis ça témoigne de la puissance du rendement en 2025 des actions canadiennes. Donc, pour être plus précis, le rendement sur 10 ans des actions canadiennes est de 12,7% par année composé et celui des actions américaines, 14,2%. C'est quand même un grand écart, mais il ne faut pas oublier, les actions américaines incluent la performance des Mag 7, les grandes méga capitalisations. Donc, ici, on regarde tout ça dans l'ensemble. Peux-tu, François, nous expliquer pourquoi le marché canadien a si bien performé? James, les trois principaux secteurs du S&P TSX, à savoir les services financiers, les matériaux de base et l'énergie, ont enregistré de bons résultats l'année dernière. Et ceux-ci représentent environ 66% de l'indice. Mais parmi ces trois secteurs, celui qui s'est démarqué est celui des matériaux de base avec une performance, tiens-toi bien, James, de 100,6% l'an passé. Ce secteur, qui représente à lui seul 19% de l'indice, a bénéficié de la ruée vers l'or et d'autres métaux par des investisseurs qui étaient nerveux et à la recherche de valeurs refuge en raison de l'incertitude qui règne sur l'économie mondiale. L'impact a été encore plus important du côté des petites capitalisations. Le secteur des matériaux de base a grimpé de 137,6% au cours de l'année. Eh bien, François, après tant d'années de sous-performance des actions canadiennes par rapport aux actions américaines, ça montre une fois de plus l'importance de la diversification et du respect de son plan d'investissement. La patience est payante. Alors, François, qu'est-ce que tu penses de la performance de l'or en 2025?
Parlons peut-être un peu aussi des crypto-monnaies comme Bitcoin. Oui, bien, James Law a connu une très bonne année en 2025 avec une hausse d'environ 65 pour atteindre un prix record par once, principalement en raison, comme je l'ai dit tantôt, de l'incertitude géopolitique, de l'affaiblissement du dollar américain et aussi d'autres facteurs. Quant au Bitcoin, il a connu quelques difficultés. Il a perdu 6,3 ça c'est en dollars américains sur l'année. Le prix de clôture était de 87 506, encore en dollars américains. Ça, c'est après avoir atteint un sommet de 120 000 américains en juillet de la même année, 2025. Leur performance, en particulier celle de l'or cette année, ne change en rien notre opinion. Ce sont des actifs qui sont spéculatifs, puis pas des investissements. Buffett l'a dit un jour, je n'ai pas trouvé la citation exacte, mais en général, il a déclaré que l'or et le Bitcoin ne génèrent pas de flux de trésorerie, ils n'innovent pas, ils ne génèrent pas de revenus. Leur prix dépend entièrement de ce que quelqu'un d'autre est prêt à payer pour l'avoir. Tout à fait, François. C'est un morceau de métal. On parle de l'or, évidemment. Fait que c'est simplement ce que quelqu'un est prêt à payer pour l'acheter. Donc, il s'est vraiment spéculé qu'il va y avoir un acheteur qui va vouloir payer plus qu'on a payé à un certain moment donné. Donc, sur papier, il est facile de croire qu'on peut gagner de l'argent avec l'or et les crypto-monnaies, mais il n'y a pas de véritable moyen de les évaluer, car ils ne génèrent pas, comme tu as dit, des flux de trésorerie ou comme Warren Buffett a dit plus tôt. On pense qu'il s'agit d'investissements spéculatifs qui n'ont pas de sens pour la plupart des portefeuilles à long terme des investisseurs. Exactement. Les actifs productifs créent de la richesse, les actifs spéculatifs font les manchettes. Qu'en est-il maintenant des actions américaines, François? Eh bien, James, si les actions américaines ont pris du retard par rapport aux actions canadiennes, et comme on le verra plus tard avec la revue des actions des marchés internationaux développés et émergents, elles ont tout de même enregistré une performance qui est très honorable, puisque l'indice du marché total américain a augmenté de 11,9 en dollars canadiens. En dollars américains, cette performance était encore plus forte, avec 17,2 de rendement. La différence de rendement s'explique par la dépréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien au cours de l'année. Contrairement au Canada, les actions de petite capitalisation et les actions de valeur, de type valeur, continuent d'être à la traîne par rapport à leurs homologues avec des performances respectives de 7,7 et 10,7 Ça, c'est encore en dollars canadiens, ces rendements. Est-ce que j'ai raison de dire, François, que pour la troisième année consécutive, les actions des secteurs de la technologie et des services de communication ont été les principaux moteurs de rendement sur le marché américain? Tout à fait, James. Le boom de l'intelligence artificielle n'a pas ralenti, il a même accéléré. Les entreprises ont investi des milliards dans les infrastructures de l'intelligence artificielle, le cloud computing et l'automatisation. Environ 7 points de pourcentage, soit environ 40 du rendement de 17,9 de l'indice S&P, proviennent des actions de la technologie et 3,1 points de pourcentage supplémentaires, soit 18 proviennent des services de communication. Donc, près de 60 des gains du marché proviennent donc de deux secteurs seulement. Et lorsqu'on zoome encore davantage, la concentration est encore plus forte. À elles seules, NVIDIA et Alphabet Google, avec leurs solides performances respectives de 38,9 et 65,2 ont contribué chacune à 2 points de pourcentage de la performance de l'indice en 2025. À elles deux, elles ont représenté plus du quart des gains totaux du marché pendant l'année. C'est vraiment incroyable, hein, quand on pense que le poids des actions américaines dans la capitalisation des actions dans les marchés publics à l'échelle mondiale. Fait que, prenons NVIDIA en exemple. C'est désormais une société dont la capitalisation boursière s'élève à 4,7 billions de dollars. Fait que, billion en anglais, on dit trillion, c'est 1000 milliards. Suivi de près par Alphabet Google qui atteint environ 3,9 billions de dollars. Hein.
C'est drôle, hein? Les gros chiffres, ça nous marque moins. J'ai dit, ça suit de près entre 4,7 et 3,9 billions. Il y a quand même 800 Il y a quand même un milliards bon écart. d'écart. Là. Fait Oui, que c'est pas effectivement. rien. Là. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est certaines de ces actions Mag 7, entre autres, NVIDIA et Alphabet Google, ils valent plus que l'ensemble des marchés boursiers de certains pays développés, puis pas des petits à part ça. Je te donne un exemple, François. NVIDIA et Alphabet Google sont toutes deux, ils ont une valeur boursière plus importante que tout le marché britannique des actions. Fait que c'est vraiment incroyable. Oui, effectivement, c'est incroyable. Mais pour être honnête, c'est pas juste les Mag 7 qui ont bien performé l'an passé. Il y a un élargissement de la participation dans le marché, c'est-à-dire que tous les secteurs du S&P 500 et 64% des composantes ont enregistré des rendements positifs l'année dernière. Donc, c'est à souligner. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les investisseurs que les actions, dans le sens large, ont performé aux États-Unis. Mais on ne peut pas ignorer le fait que les actions à très forte capitalisation ont continué de générer une part disproportionnée des rendements. Même avec une participation plus large par d'autres secteurs et entreprises, les Mag 7, qui représentent à peu près un tiers, 35 de la valeur du S&P 500, ils sont vraiment le centre de gravité du marché. Puis ils ont affiché dans l'ensemble, les Mag 7, 21,9 %. Mais ce qui est à souligner ici, et contrairement à la bulle technologique, ces Mag 7 ont une capacité à générer des profits. Leur taille et leur domination dans le domaine de l'intelligence artificielle leur ont permis de rester aux commandes. Oui, tout à fait. Pour être précis, François, j'ajouterais que on peut dire que les Mag 7, en fait, en 2025, sont devenus les Mag 2 parce qu'il y a juste deux membres, NVIDIA et Alphabet, qui ont dépassé le rendement de l'indice de référence S&P 500. Mais comme tu l'as dit précédemment, NVIDIA a progressé de 38,9 % puis Alphabet Google de 65,2 %. Mais ça, c'est toujours en dollars américains. Ouais. Les investisseurs doivent toujours être conscients de cette concentration là, dans les Mag 7 du S&P 500. D'une part, l'exposition aux gagnants a contribué à générer une surperformance significative des actions américaines sur le long terme. Mais d'autre part, il n'est pas souhaitable que l'ensemble de notre portefeuille soit lié à une poignée d'entreprises seulement. Il s'agit là d'un exercice d'équilibre qui nécessite de la discipline. Tu as parfaitement raison, François. Je vais citer un exemple, le marché boursier danois. Donc, ce marché a reculé de 11,7 % en 2025, donc qui est à contre-courant de tous les pays développés. Et pourquoi? Bien, ce marché était massivement surpondéré dans une seule compagnie, celle de Novo Nordisk, fabricant du médicament amaigrissant Wegovy et le médicament pour diabète Ozempic. Et la concurrence dans ce secteur a fait en sorte que le titre a fortement chuté. Donc, on doit rappeler à nos auditeurs que la concentration à elle seule n'est pas un signe imminent de crash boursier. De nombreux pays ont des marchés encore plus concentrés et continuent d'afficher des solides rendements. Fait il faut savoir juste que historiquement, la relation entre la concentration et les rendements futurs est considérée comme statistiquement négligeable. Oui. Par contre, là, les valorisations sont toutefois différentes. Des valorisations élevées peuvent signifier des rendements espérés futurs plus faibles. Les Mag 7 ont actuellement un ratio court-bénéfice, ratio PE en anglais, moyen de 68. Ce chiffre est bien supérieur à la moyenne à long terme de 20 pour l'S&P 500. Ceci dit, les 480 autres actions de l'indice S&P 500 ont un ratio court-bénéfice beaucoup plus adéquat, si je peux dire, de 28, ce qui est bien loin de ce qui est pour le Mag 7 là, à 68. Mon rappel à nos auditeurs, François, que les valorisations ne me permettent pas de prédire l'avenir. Des valorisations élevées peuvent être suivies de rendements élevés. Le marché boursier américain l'a prouvé à maintes reprises. Fait que les valorisations, ça ne vous aide pas à faire du market timing, point à la ligne. Effectivement. Tout à fait, James. Avant de passer aux actions internationales, on ne peut pas oublier la saga qui entoure les droits
les droits de douane. Lorsque les États-Unis ont annoncé des droits de douane généralisés en avril, les marchés se sont effondrés. Ce fut l'une des pires journées en bourse depuis des années. Ben, François, si tu m'avais dit le 3 avril dernier que le marché boursier américain terminerait l'année avec des gains à 2 chiffres, je t'aurais pas cru. Le marché américain était presque en territoire de bear market, pour employer le terme en anglais, avec une baisse de plus de 19% par rapport à son sommet un peu plus tôt dans l'année. Les investisseurs, en fait, paniquaient. Les grands titres dans les médias financiers étaient peurants. Ensuite, presque du jour au lendemain, le narratif et la psychologie de marché a changé. Effectivement, James, quand le président Trump a suspendu les droits de douane, les marchés ont explosé. Le 9 avril a été la plus forte hausse journalière en 17 ans. Si vous avez vendu vos actions le 3 avril, vous avez manqué l'une des plus fortes hausses de toute l'année, et même depuis 17 ans, sur le S&P 500, parce qu'il a progressé cette journée-là seulement de 9,3 %. C'est pourquoi, François, c'est si dangereux d'essayer de faire du market timing. Les plus fortes hausses surviennent souvent juste après les plus fortes baisses. De plus, personne n'aurait pu prédire que le président Trump suspendrait les droits de douane pendant 90 jours. Avec Trump, tout est imprévisible. Effectivement. On va maintenant examiner les marchés internationaux développés et émergents. Étonnamment, les droits de douane américains n'ont pas eu d'incidence négative sur les rendements des actions internationales et canadiennes. Les actions internationales à grande et moyenne capitalisation ont affiché un rendement de 25,3 % en dollars canadiens l'année dernière et un solide rendement de 20,6 %. Ça, c'est en devise locale. Les actions à petite capitalisation et les actions de valeur ont également obtenu de bons résultats avec des rendements respectifs de 25,9 et de 35,8 %. Quant aux pays émergents, les actions à grande et moyenne capitalisation ont encore mieux fait avec un rendement de 28,3 %. Ça, c'est en dollars canadiens. Si on examine les performances spécifiques de certains pays, il est intéressant de noter que les pays explicitement visés par les droits de douane américains, comme le Mexique et la Chine, ont enregistré, tout comme le Canada, des bons résultats l'année dernière avec des rendements respectifs de 48,2 % et 25,5 %. C'est vraiment contre-intuitif, François. Avec les tarifs, on s'attendait à l'inverse. Donc, c'est vraiment un point très intéressant, mais aussi très important que tu soulèves. Et ça renforce notre opinion selon laquelle les investisseurs doivent rester diversifiés, disciplinés, puis investis selon leur plan en tout temps. Avant de conclure, François, je pense qu'il faudrait faire le point sur l'incertitude, parce qu'elle ne disparaît jamais. Tu as raison, James. L'incertitude était omniprésente en 2025. Bien, maintenant que nous sommes dans la nouvelle année, il n'y a rien qui a changé. On regarde la situation au Venezuela et en Iran, les tensions politiques mondiales au Moyen-Orient et en Ukraine, les manifestations aux États-Unis et l'instabilité économique persistante autour des droits de douane imposés par Trump. Ça nous rappelle que les régions politiques font toujours partie du paysage et ces événements sont imprévisibles. Ils sont soudains et nous poussent à réagir émotivement. Oui, mais l'incertitude et les marchés financiers ont toujours cohabité ensemble. Il n'y a jamais eu d'année où tout était calme et prévisible. Oui, et pourtant, James, les marchés s'adaptent, ils vont de l'avant. L'incertitude n'est pas un bug, c'est le système et c'est le prix à payer pour obtenir des rendements plus élevés à long terme. Donc, François, je dirais une fois de plus, 2025 nous a rappelé que les marchés n'évoluent pas en ligne droite et qu'ils ne suivent pas les grands titres des médias financiers. Exactement. Restez investi, restez diversifié et restez discipliné par rapport à ces objectifs à long terme, encore une fois porter fruit. Ça peut sembler répétitif, mais comme l'a dit un jour notre bon ami Jason Zweig du Wall Street Journal, je cite, traduction libre, c'est pas parce que les bons conseils changent rarement alors que les marchés changent constamment. La tentation de réagir au bruit du moment est presque irrésistible. Et même si les investisseurs ont besoin de conseils judicieux, ce qu'ils préfèrent malheureusement, ce sont des conseils qui semblent bons dans le moment, mais ne le seraient moins pour le long terme.
Bien dit, François. C'est une excellente citation. J'aurais aimé l'écrire moi-même. Donc, pour résumer, l'année 2025 en quelques mots, l'incertitude était omniprésente, mais les marchés financiers ont démontré de la résilience partout. Les investisseurs qui ont été patients ont été récompensés par le fait d'ignorer les prévisions. Effectivement. Et sur ce, on va conclure. Merci, James, d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Sur ce, c'est tout pour le 83e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. Et également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 18 février. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. Merci encore et à bientôt.